conséquences, en fait, malgré le fait que ce soit un règlement. Petite constatation anecdotique. Alors, pour donner le contexte, donc le but, c'est vraiment de vous parler de la réglementation européenne sur la gouvernance des données, mais peut-être refixer un peu le contexte de la, je dirais, la surréglementation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Europe, puisque nous avons le RGPD depuis 4 ans, comme nous savons tous, mais que malheureusement, il y a toute une série de réglementations qui qui arrivent, avec le Digital Market Act, le Digital Service Act, le e-privacy, le Data Governance Act dont on va parler, NIS2, le Cybersecurity Act, le Equal Regulation, enfin je peux vous en faire encore comme ça une dizaine, ce qui rend les choses évidemment un peu plus compliquées pour les professionnels du secteur qui doivent aujourd'hui se confronter non seulement au RGPD qui n'était pas déjà une réglementation extrêmement simple, mais d'autre part aussi à toutes ces nouvelles réglementations. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors, je vous propose aussi, si vous avez, comme on n'est pas très nombreux, autant faire ça de façon assez informelle, si pendant les interventions des panélistes, vous souhaitez poser une question par rapport à l'une de leurs interventions, n'hésitez pas à lever la main. Nous avons quelqu'un derrière avec un micro, ce qui nous permettra d'être peut-être plus interactif et de ne pas garder la parole de ce côté-ci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, poser la première question à Jessica, peut-être nous expliquer la nécessité, en fait, de ce Digital Governance Act. Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette nouvelle réglementation? Merci. En fait, on le sait tous, le modèle économique et sociétal bouge de plus en plus pour intégrer les données et surtout l'utilisation des données à des fins économiques. Mais en plus, ça nous fournit aussi de plus en plus de solutions et de potentiel pour améliorer notre société et dépasser des défis sociétaux. Et le Governance Act, qui doit en fait être lu avec le Data Act, s'inscrit dans le cadre en fait, d'une stratégie européenne pour le numérique, pour les données, qui avait été présentée par la Commission européenne en février 2020. Et on voit que l'idée principale, c'est en fait que l'UE s'est rendu compte que tout simplement on avait besoin de développer ce marché unique de la donnée qui n'était jusqu'ici pas réellement mis en place. On voyait les débuts de ce marché, mais il n'est pas vraiment mis en place. Et donc le but maintenant, c'est de réussir à faciliter cet accès, ce partage, mais aussi cette réutilisation des données, tout en préservant nos valeurs européennes qui sont par exemple exemplifiées par le RGPD. Mais plus largement encore, donc on a cette première politique, on a aussi un plan d'action de la Commission européenne qui a été mis en place et qui vise à assurer la souveraineté numérique de l'Union européenne d'ici 2030. Et donc le Governance Act va venir soutenir d'autres initiatives au sein de l'Union européenne, comme par exemple l'initiative pour l'espace européen sur les données de santé ou celui sur les contrats verts, donc l'espace européen sur les contrats verts. Donc on voit que plus concrètement, le Data Governance Act va venir créer des outils et des procédures pour réaliser cette capacité à collecter des données, mais aussi surtout à les partager de façon plus concrète en apportant des mécanismes de fonctionnement qui soient utilisables réellement par les entreprises. Et par exemple, on a ça c'est plutôt la lame de fond, je vais dire, mais on a 3 exemples concrets de problèmes qui étaient posés et que je trouve particulièrement intéressants. Avec le Data Governance Act, on va avoir l'occasion de s'attaquer à la clarification en fait, des droits issus de données qui ont été produits par le Internet of Things et qui ont été issus dans cet Internet of Things, mais à un usage professionnel. Jusqu'ici, en fait, on avait un système que la Commission reconnaît maintenant être un petit peu outdated, où les droits sur les données à usage professionnel étaient principalement réglés par des accords privés entre les différentes entreprises, mais ça ne participait pas à ce besoin d'avoir une vision commune et un espace commun. Et par exemple, maintenant, on va donc pouvoir répondre à des questions. Si on a des données industrielles qui sont générées, par exemple, par une nouvelle technologie, est-ce que
les droits associés à ces données vont appartenir aux producteurs de cette nouvelle technologie, aux producteurs de la technologie en elle-même, par exemple un ordinateur, ou à son utilisateur. Ça va nous permettre de répondre à ce genre de questions. Un autre exemple, ce serait le droit à la portabilité du RGPD. On sait tous que l'article 20 du RGPD établit un droit à la portabilité qui devrait permettre normalement aux individus de faire en quelque sorte leur bagage quand ils en ont envie et de changer de fournisseur. Cependant, dans la pratique, ça peut se révéler plus difficile car il faut encore que ce nouveau fournisseur ait la capacité à recevoir ces données de façon concrète. Et grâce au Data Governance Act, on va avoir des outils techniques, mais aussi des normes qui seront plus appropriées pour réaliser du coup ces défis. Et finalement, et un peu dans le même sens, on a la question de la portabilité des utilisateurs professionnels de cloud. Parce que jusqu'ici, on avait cette volonté de la Commission donc, de permettre une portabilité améliorée, mais on ne savait pas comment. Et maintenant, en fait, on envisage, au travers de la Commission, l'introduction d'une obligation contraignante pour les fournisseurs du service cloud d'offrir cette portabilité de façon concrète et plus facile via notamment des clauses contractuelles, par exemple, ou simplement des établissements de loi à un niveau élevé au sein des États membres. Donc, on peut voir qu'on a besoin du Data Governance Act d'un point de vue général, mais qu'il va aussi permettre de répondre à des questions beaucoup plus précises. Merci Jessica. Junio, qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la pratique? Puisqu'en fait, la question aussi, c'est indépendamment de cette réglementation, pour les opérateurs, pour les utilisateurs, pour les spécialistes du RGPD, ça change quoi en fait? Cette question elle est d'autant plus pertinente que quasiment tous les praticiens se la posent véritablement. Donc pour y répondre, je pense qu'il est important de recontextualiser le DGA, le Digital Governance Act. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Digital Governance Act traite de la donnée, mais au sens large. C'est-à-dire que là, on parle de données en tant que données brutes, mais également de données en tant que contenu. Donc contenu visuel, audiovisuel ou vocal. Mais aussi, il faut garder à l'esprit que la donnée, on a les données non personnelles et les données à caractère personnel. Ce qui fait que finalement, il y a une certaine interaction avec le RGPD qu'on verra certainement un peu plus loin. Mais aussi, l'un des critères du DGA, c'est que le partage des données concerne des données qui sont détenues par des organismes publics. Et donc là, on n'est plus strictement dans le cadre des entreprises, mais des organismes publics parce que, effectivement, ces organismes détiennent des données qui sont importantes pour faire évoluer, par exemple, la science ou la technologie. Et par ailleurs, ces données-là, qui sont détenues par les organismes, sont des données qui ont une certaine protection, finalement. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait déjà une directive en 2019 qui s'appelle l'Open Data, la directive Open Data, qui traitait de la donnée, mais de la donnée au sens non protégé, c'est-à-dire des données qui ne sont pas protégées. Donc le DGA va venir traiter de la donnée qui sont protégées par le secret des affaires ou par exemple par le droit de la propriété intellectuelle. Donc je crois qu'il était important de repréciser ces contours pour pouvoir comprendre effectivement ce qui change dans la pratique. Alors, il y a ces nouvelles règles, on va dire, que le DGA introduit et qui va fondamentalement bouleverser en quelque sorte, soit négativement ou positivement, ce qui se fait généralement. Donc, d'abord, cette donnée, et comme Jessica l'a dit, on souhaite faciliter ou favoriser l'accès, le partage et la réutilisation de ces données-là. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut mettre des garanties en place. Il faut mettre des garanties juridiques ou juridico-techniques, c'est-à-dire que dans un premier temps et juridiquement, il faut mettre des clauses qui permettent effectivement de bien cerner ou de bien cadrer
comment la donnée va être partagée avec d'autres personnes. Parce que, en fait, il y a trois acteurs qui sont véritablement impliqués selon le DGA. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le titulaire originaire, on va dire, de la donnée. Il va y avoir des services d'intermédiation qui vont se charger de relayer ou de faire circuler la donnée ou de partager la donnée à des utilisateurs qui sont finalement au bout de la chaîne, qui vont, eux, réutiliser cette donnée pour pouvoir faire évoluer la science ou la technologie. Donc concrètement, si on veut partager ces données, qui sont en fait des données qui sont protégées initialement, je l'ai dit, il faut pouvoir mettre des garanties en place, et ces garanties vont être des clauses de confidentialité, par exemple, vont être des contrats qui vont inclure le respect des droits de propriété intellectuelle des personnes qui sont détenteurs originellement de ces données-là. Donc techniquement, on va avoir il faut quand même qu'on ait des mesures techniques, des exigences techniques qui assurent la confidentialité. Concrètement, on va avoir une exigence d'anonymisation, de pseudonymisation, de traitement de ces données une fois qu'elles sont partagées dans un environnement sécurisé, afin de pouvoir conserver effectivement cette confidentialité. Donc ça, c'était le premier point de ce qui change en tout cas par rapport au DGA. Et deuxième point, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, on va mettre en place un Conseil européen de l'innovation en matière de données. Donc ce conseil aura pour mission de favoriser le partage des données entre les organismes publics et de pouvoir assurer ou même aller plus loin, créer une sorte de pool, on va dire, de données à travers les organismes finalement qui vont devoir assurer l'interopérabilité. C'est-à-dire que quand on prend le domaine de la santé, par exemple, on sait où c'est évident que les organismes, les hôpitaux détiennent des données qui sont importantes, ou des organismes pharmaceutiques détiennent des données qui sont importantes, qui peuvent être réutilisées, par exemple, pour mener des recherches, pour trouver des médicaments, ces genres de choses. Et donc, le rôle de ce conseil sera donc de faire en sorte que dans chaque secteur, on puisse avoir une sorte de facilité pour transférer ou pour partager les données entre les organismes finalement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la création des services d'intermédiation qui vont être en fait des organismes neutres et qui vont se charger de faire le partage entre les organismes qui détiennent originellement la donnée et ceux qui souhaitent l'utiliser a fortiori. Et donc, pour ça, en fait, il faut comprendre que ces services-là sont en fait une alternative qu'on pense mettre en place par rapport aux GAFA, en l'occurrence, parce que ces entreprises de la Big Tech détiennent beaucoup de données, et donc quelque part, c'est ce qui favorise aussi qui leur favorise leur position dominante. Donc, les services d'intermédiation vont jouer ce rôle-là d'intermédiation, comme le mot le dit, pour permettre que le partage soit un peu plus facile d'un acteur à un autre. Et on va avoir également des services qui vont permettre l'altruisme en matière de données, c'est-à-dire que certaines entreprises ou organismes publics vont se désigner volontairement pour permettre de faciliter le partage ou l'accès aux données. Donc ces organismes-là n'ont pas véritablement d'intérêt économique à partager les données d'un organisme public à un autre. Et donc on les appelle des organismes altruistes qui ont finalement ou définitivement pour fonction ou pour objectif d'assurer que les données soient mises à la disposition des organismes qui en ont besoin. Donc c'est un peu ça ce qui change, on va dire, ce qu'apporte le DGA, mais il y a aussi et surtout la question des transferts de ces données-là. Est-ce que si un organisme public souhaite transférer ces données
hors de l'Union européenne, est-ce qu'il faut mettre en place des garanties? La réponse est évidente, la réponse est oui. Le RGPD a déjà mis en place des mécanismes pour assurer le transfert international des données, assurer, c'est-à-dire permettre que ces données-là, une fois qu'elles seront en dehors de l'Union européenne, puissent bénéficier de la même, on va dire, garantie que ce qui leur sont accordés par le RGPD. Donc effectivement, on est sûr de la donnée qui est détenue par des organismes publics, mais qui ne sont pas finalement exemptés de cette, on va dire, de cette garantie-là. C'est-à-dire quand les données seront, c'est pas parce que c'est des données détenues par les organismes publics que derrière, il ne faut pas mettre en place des mécanismes de protection une fois que ces données sont transférées hors de l'Union européenne. Donc ça, c'est fondamentalement ce que introduit le DGA. Mais dans la pratique, quand on est praticien ou quand on est une personne chargée de la conformité ou de mettre en place la protection des données personnelles, qu'est-ce que cela change? Et je pense notamment aux DPO, des organismes publics qui vont être vraiment à pied d'œuvre pour effectivement s'assurer que les données, parce que je l'ai dit, les données sont... Il y a des données personnelles qui sont aussi intégrées à ces données-là. Donc, finalement, le rôle du DPO va être de s'assurer que ces données-là respectent quand même le RGPD d'un. Et on a l'habitude de dire, et moi je dis souvent que le DPO, il ne peut pas être une personne innocente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que je n'étais pas au courant qu'il fallait protéger ou qu'il fallait mettre en place des actions parce que je ne suis pas au courant du cycle de la donnée ou de l'origine de ces données-là. Donc le DPO, sur ce genre de données-là, va se charger effectivement de vérifier quel est le format de la donnée, quelle est la fréquence de ces données-là, quel est le cycle de vie, et finalement, pour pouvoir déterminer la durée de conservation appliquée à ces données-là. Mais aussi, le rôle du DPO va être aussi de voir s'il y a des restrictions par rapport à l'utilisation de ces données-là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est des données qui proviennent des organismes publics, et il peut y avoir des restrictions d'utilisation, c'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, que ces données-là, elles ne seront utilisées qu'à cette fin, et c'est pour ça que ces données sont effectivement partagées. Donc, le rôle du DPO, finalement, va être de s'assurer que les données sont protégées, mais que ces données-là ne sortent pas en fait du périmètre qui leur est accordé par l'organisme public. Voilà. Merci. D'ailleurs, par rapport au rôle du DPO, il y a un élément qui est important aussi, c'est l'obligation d'information de la part du responsable de traitement. Il ne faut pas oublier non plus qu'en fait, il y a vraiment le DPO et il a un rôle de conseil et de contrôle. Effectivement, il ne peut pas être passif, mais il y a aussi un rôle très important et qui est malheureusement assez souvent négligé du responsable de traitement d'informer, je cite, en temps utile, le DPO aussi de tout ce qui se passe dans l'organisation. Et donc, il y a eu déjà un certain nombre de décisions qui ont été prises contre des responsables de traitement qui avaient justement négligé d'informer leur DPO par rapport à ça. Et en ce qui concerne le côté transfert à des pays tiers, il y a une information qui est sortie hier au congrès de l'IAPP, c'est que le commissaire européen a promis d'avoir le texte de la décision d'adéquation par rapport aux pays tiers, et donc en particulier les États-Unis, pour le prochain printemps. Et réaction de Not of Your Business de notre ami Schrem, c'est « on va attaquer tout de suite », sachant qu'effectivement la décision d'adéquation qu'on va lire avec intérêt va peut-être probablement pas résoudre l'ensemble des problèmes post-Privacy Shield. Ça veut dire qu'on va quand même rester dans ce cadre avec la Data Governance Act aussi dans une certaine incertitude. Alors, le problème qui se pose aussi, c'est le problème de la confiance de la part des citoyens, des consommateurs par rapport aux données qui sont gérées. Donc, Jessica, en quoi est-ce que ce DGA peut apporter une certaine confiance complémentaire? Évidemment, la confiance dans tout système est essentielle, vu que l'idée, c'est de permettre un partage. Si on ne se fait pas confiance entre soi pour partager les données, tout le système va s'effondrer. Donc, effectivement, c'est une question essentielle. Comme Junior l'a rappelé, on parle de données personnelles et non personnelles. Donc pour les données personnelles, on a déjà le RGPD qu'on ne présente plus, qui fournit une assez bonne législation de protection. Mais en plus du RGPD, maintenant,
pour augmenter la confiance, on va utiliser le mécanisme de garantie intégrée. Donc en soi, on sera fiable parce qu'on n'aura pas d'autre choix que d'être fiable. Et ça va permettre d'augmenter donc le partage, mais aussi la réutilisation des données. Un de ces mécanismes dont tu as déjà un petit peu parlé, c'est celui de l'altruisme, qui est instauré maintenant au sein du système. Et c'est un peu le mécanisme phare qui nous est présenté quand on parle du DGA. On pense vite à l'altruisme, mais en fait, quand on regarde les dispositions dans le texte à ce sujet, elles sont finalement assez légères. Et on se contente en fait de mentionner le fait que les États membres peuvent vouloir augmenter la confiance qui existe au sein des espaces de partage en promouvant le partage par les individus. Par exemple, on a la possibilité qu'on propose d'encourager les individus à partager leurs données qui sont stockées au sein d'organismes publics. Mais on n'en précise pas plus sur la façon de le faire et il n'y a aucune obligation des États pour le faire. Mais évidemment, si on décide de partager ces données, on va établir un système d'enregistrement en fait, pour les organismes qui vont décider de partager de façon altruiste ces données. Et cet enregistrement est volontaire. Donc on voit à nouveau qu'il y a cette volonté de créer de la confiance en créant certes des garanties intégrées, mais en impliquant chacun des acteurs de façon personnelle. Il est donc volontaire cet enregistrement et les États membres doivent, pour pouvoir le permettre, désigner une autorité qui sera responsable de ce processus d'enregistrement. Les organismes qui aimeraient devenir donc des organismes altruistes ont la possibilité de demander de l'aide à cette autorité. Donc à nouveau, on crée de la confiance en créant des relations. Et notamment, il existe la possibilité pour, je veux dire, contenter tous les acteurs, d'avoir soit les organisations qui sont établies au sein de l'Union européenne qui vont alors qui vont alors se présenter auprès de l'autorité de leur établissement principal au sein du territoire, mais on ouvre aussi le jeu aux organismes qui ne seraient pas installés au sein de l'Union européenne de désigner alors un représentant, ce qui n'est pas sans rappeler évidemment le fonctionnement du RGPD. Ces organismes vont recevoir, si elles s'enregistrent auprès de l'autorité, elles vont recevoir ce qu'on appelle un logo qui va être donné par la Commission, et c'est un logo organisation d'altruisme des données reconnues dans toute l'Union européenne, ce qui va évidemment les encourager à s'enregistrer puisque ça leur donne aussi une publicité fort positive quant à leur moralité. Et les organisations reconnues d'altruisme vont cependant répondre à certaines conditions, mais ces conditions, on va le voir, sont encore assez larges. Elles doivent être des organismes sans but lucratif et elles doivent poursuivre un objectif d'intérêt général lorsqu'elles visent à partager les dites données. Donc on voit qu'effectivement, ce sont des conditions, mais qui restent finalement assez larges pour pouvoir inclure un grand nombre d'acteurs. Et d'ailleurs, ça avait été critiqué par le Comité européen sur la protection des données, qui regrettait qu'on ne mette pas davantage de critères, en tout cas des critères plus restreints. Mais à ce titre, la Commission a décidé d'écouter ça et de laisser la possibilité d'introduire davantage de critères par la suite, mais cette possibilité n'est pas encore exploitée pour l'instant, donc on reste avec des organismes sans but lucratif et poursuivant des objectifs d'intérêt général. Et une autre façon de promouvoir la confiance, c'est qu'en fait, la base légale pour l'utilisation altruiste de données, ce sera le consentement. Donc il faudra le consentement de la personne concernée. Et non seulement il faudra un consentement donc, pour investir la personne dans un certain contrôle, mais ce consentement pourra se faire par secteur. Donc on ne doit pas donner un consentement une bonne fois pour toutes, c'est définitif, trop tard pour vous. Vous pouvez réellement vous sentir impliqué dans les données que vous décidez ou non de permettre d'être partagées. Ça, c'est le côté plus du mécanisme altruiste, mais plus concrètement, il faut pouvoir encore partager effectivement les données d'un point de vue technique, et pour ça, les États membres vont devoir être équipés techniquement pour garantir à la fois la vie privée, mais aussi la confidentialité
des données tout en assurant leur disponibilité. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc si je parle du nez, je vous présente mes excuses. Je fais de mon mieux. Pour ça, on va mettre en œuvre toute une gamme d'outils techniques qui vont aller de solutions assez classiques comme la pseudonymisation à l'utilisation d'infrastructures qui vont être mises en place et gérées par des organismes publics au sein des États. Mais on va aussi avoir encore des mécanismes beaucoup plus classiques pour les juristes en tout cas, comme par exemple des accords de confidentialité. Donc à ce niveau-là, à première vue, il n'y a pas énormément de changements dans les techniques employées, mais vu qu'on a un besoin maintenant d'avoir à chaque fois qu'une donnée est transférée à un réutilisateur, un mécanisme mis en place, il est probable qu'on va se tourner de plus en plus vers des solutions technologiques qui vont, comme je vous le disais, intégrer la confiance dans le fonctionnement. Ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'en fait, je vais vous parler maintenant d'une ou deux technologies que je trouve intéressantes et qui sont présentées comme celles pouvant être le plus probablement utilisées pour créer cette confiance. Et ça peut pas être contre-intuitif, parce que vous allez voir, ce sont en fait des mécanismes qui reposent justement sur la confidentialité, sur le fait que l'information n'est pas aisément accessible. Mais ça va augmenter la confiance, puisque chaque partie décidant de participer au partage des données aura, grâce à la confidentialité, la certitude que les données en tout cas qu'elle partage, sont en sécurité et que la confidentialité commerciale sera maintenue. Donc on a beaucoup de technologies qui sont à notre disposition de nos jours. L'une d'entre elles, c'est notamment la Secure Multi-Party Computation, donc c'est la computation de plusieurs parties de façon sécurisée. Et en fait, ça correspond tout simplement à l'idée assez ancienne, finalement, d'utiliser au sein d'un mécanisme technologique, électronique, on pourrait penser à du coding, le principe d'un tiers de confiance qui se chargerait de recevoir les données, vérifierait leur bon état, leur intégrité, et ensuite les transférerait à l'autre partie. Évidemment, le tiers de confiance devrait répondre à certaines qualités pour pouvoir être nommé ainsi. Il ne peut pas, par exemple, être corrompu ou poursuivre ses propres intérêts. On a aussi l'idée de l'intersection d'ensembles privés. Donc ça, en fait, c'est l'idée de faire un calcul entre différentes personnes, toutes les personnes qui vont participer au partage de données, et il faut penser à leurs données comme une espèce d'ensemble. Imaginez vraiment un ensemble comme dans vos cours de mathématiques. Et ces deux ensembles vont se rencontrer au milieu pour les données en fait, qui concernent les mêmes sujets, voire les mêmes personnes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que vous allez me dire, si on met ensemble les données, on sait quelles sont les données, il n'y a plus de confidentialité. Le système informatique va rechercher les mots-clés et les caractéristiques propres aux différentes données et va de cette manière voir quelle est la liste des données qui existent déjà en commun et libérer les informations relatives à celles-ci. Finalement, on a aussi une technologie qui est maintenant, je pense, assez connue, c'est celle des smart contracts. Donc les smart contracts, pour récapituler, ce sont finalement des systèmes informatiques qui vont s'activer si une condition est remplie. Donc pour prendre un exemple tout bête, on pourrait dire, c'est un peu comme à nouveau quand on code un ordinateur, c'est si la condition est remplie, alors tel effet va se produire. Par exemple, si un patient se présente avec un certificat prouvant que sa jambe a été cassée, alors la compagnie d'assurance va rembourser un certain montant. Et ce système serait intégré au sein des systèmes de partage de données, en reflétant finalement un contrat légal qui serait matériel et en l'intégrant dans le système. Donc on voit que la confiance va être encouragée au niveau des différents acteurs. On va essayer notamment de les intégrer au processus de confiance, mais on va aussi créer des processus intégrés de confiance où on n'a pas d'autre choix que d'être honnête au final. Merci Jessica. Ce qui permet de faire le lien aussi avec le RGPD, parce qu'il y a des éléments quand même qu'on retrouve qui sont le problème du consentement. Et consentement veut dire aussi consentement éclairé, c'est-à-dire qu'en fait la personne concernée doit savoir tout ce qui va se passer
pour l'ensemble de ces données et pour les traitements suivants, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Mais aussi probablement la nécessité de réaliser des analyses d'impact pour l'ensemble de ces processus, qui va aussi générer un certain nombre de réflexions en matière de lien avec le RGPD. Donc, là, je me retourne vers toi. Justement, tu avais déjà commencé à aborder le point avec le rôle du DPO, mais justement, les interactions pour je dirais, dans la pratique entre justement cette réglementation et le RGPD. Qu'est-ce qu'on pourrait encore en dire? Finalement, c'est une question qui se pose avec acuité parce que il y a le RGPD qui traite des données personnelles et puis il y a le DGA qui traite des données non personnelles et personnelles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc il y a une bataille qui se fait. La bataille est peut-être un mot un peu fort, mais il y a quand même des articulations qui se font au niveau de l'application, de quel test va être appliqué si on est en face des données qui comportent des données personnelles. Et puis, il y a aussi la question, effectivement, de la protection des données personnelles qui se pose de l'autre côté. Donc, sur la prévalence, sur l'articulation des textes, il y a ce qu'on va appeler la prévalence, c'est-à-dire que si on a le DGA et des textes de protection des données qui sont en conflit de loi, qu'est-ce qui va s'appliquer? Donc, le test a bien fait de le dire explicitement, c'est-à-dire que quand il y a le DGA qui est en confrontation avec le RGPD ou même avec la directive e-privacy, finalement, c'est les tests de protection des données personnelles qui l'emportent. C'est dit expressément dans le premier article du DGA et même dans le considérant 4. Donc, sur ça, il n'y a pas de débat. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adoption du DGA finalement n'éclipse pas le RGPD. C'est-à-dire que le DGA va s'appliquer tout en respectant finalement les exigences du RGPD, ce qui fait que même quand les données vont être intrinsèquement liées, c'est-à-dire que les données personnelles vont être liées aux données non personnelles, on va quand même appliquer le DGA, mais tout en respectant le RGPD. Il y a aussi la question du traitement qui est fait de ces données-là, qui sont finalement partagées. C'est-à-dire que les données, une fois qu'elles sont partagées et qu'elles sont réutilisées, est-ce que l'organisme est exempté de l'application du RGPD ou est-ce que l'organisme, plus clairement, ne va appliquer que le DGA? Donc là, le test le dit aussi, le test dit clairement que si les organismes qui traitent des données au sens large, au sens même du DGA, sont impliqués, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont devoir respecter le RGPD dans le cadre du traitement qui est fait de ces données-là, même si ces données-là sont collectées ou partagées sur la base du DGA. Donc on voit finalement qu'il y a une certaine interaction, mais que définitivement c'est la protection des données personnelles qui prend le pas sur le partage ou l'accès des données de manière générale. Donc il y a aussi la question de la protection, parce que, vous savez, l'une des valeurs de l'Union européenne, c'est effectivement de mettre l'individu au centre des préoccupations. Il faut partager les données, et cette valeur est retranscrite dans le DGA, c'est-à-dire qu'il faut partager les données tout en respectant les droits et les libertés des personnes. Ce qui fait que finalement, il y a une certaine transparence qui va être de mise, qui va être exigée, comme Jessica l'a dit, dans l'application du DGA. Ce n'est pas parce que je partage des données, je suis un organisme public qui partage des données pour faire évoluer la technologie ou la science que je ne vais pas m'assurer que toutes les conditions sont remplies pour que les données qui sont éventuellement des données à caractère personnel soient protégées. Donc il y a une certaine forme de transparence qui va être exigée, et aussi la question du consentement. Si finalement il y a des données personnelles qui sont collectées, qui vont être partagées à un autre organisme, est-ce que je suis obligé d'informer la personne? Donc le test dit clairement que, en fait, finalement, si on n'est pas en mesure de définir une base légale à la collecte de ces données-là, l'individu doit consentir
à ce que ces données personnelles soient partagées à un autre organisme. Donc ça, c'est, on va dire, en quelque sorte, la question qui met l'individu au centre. Mais il y a aussi la question de la traçabilité, finalement, des activités de ces données-là. C'est-à-dire que si on me transfère des données pour que je puisse les utiliser, est-ce que je suis obligé de montrer patte blanche et de dire que voilà ce que je fais avec les données? Est-ce que je suis obligé, effectivement, de répondre à des obligations par exemple, de reporting? Et là, clairement, les organismes, il faut le dire, sont dans l'obligation de tenir un registre comme pour le RGPD, un registre qui finalement va pouvoir permettre de tracer ou de détailler le traitement qui est fait, la durée qui est prévue pour ces traitements-là et la finalité de ces traitements-là. Il y a aussi une obligation de reporting qui va se greffer aux obligations qui sont celles de l'organisme réutilisateur des données, qui est en fait de pouvoir annuellement présenter un rapport qui inclut comment les données sont traitées, est-ce que les personnes qui sont en charge de ce traitement sont suffisamment sensibilisées pour mettre en place des mécanismes de protection. Est-ce que finalement la durée qui est prévue initialement pour le traitement va être respectée? Donc c'est ces obligations-là qui sont maintenues et qui finalement s'articulent avec le DGA. Merci. Ça pose effectivement plein de questions, notamment sur la question du consentement qui doit permettre en fait aux personnes de savoir ce qui est fait avec leurs données, et y compris les traitements postérieurs, ce qui est évidemment pas simple. Ça nécessite aussi l'articulation de l'article 13 et de l'article 14 qui oblige, quand vous avez reçu les données, pas directement de la personne concernée, de l'informer aussi, et avec aussi des systèmes, notamment quand on fait intervenir de l'IA ou de la blockchain, notamment de destruction des données qui se posent, parce que dans la blockchain, par principe, on ne les détruit pas. Donc il y a toute une série de questions techniques qui se posent, qui sont encore pendantes pour le moment et pour lesquelles d'ailleurs les organismes, et notamment l'European Data Protection Board, réfléchissent, le Parlement européen sur l'IA aussi pour le moment. Donc il y a toute une série de questions pratiques, techniques pour les opérateurs, comme Gino l'a précisé, qui sont vraiment complexes à mettre en place de façon pratique. Et notamment, sans oublier aussi les droits d'accès des personnes concernées qui risquent aussi de poser des problèmes concrets. Donc c'est vrai que ça ouvre des champs de réflexion intéressants. Je vais peut-être voir s'il y a déjà éventuellement des questions dans la salle à ce moment-ci, qui tenteraient à prouver que les deux orateurs sont particulièrement clairs. Ah, c'est quand même... Ce qui n'empêche pas que les orateurs soient clairs quand même, même s'il y a une question. Oui, c'est passionnant et merci, je trouve que c'était très clair. Moi, je me pose vraiment concrètement la question. Voilà, vous avez donné quelques détails, mais moi, je me demande vraiment, voilà, concrètement, ces fameux organismes altruistes. Vous avez décrit les critères en disant que justement, c'était peut-être un peu léger encore à ce stade, mais voilà, je trouve que c'est intéressant peut-être de donner quelques exemples de concrètement qui pourrait-il être. Et plus généralement, même si vous avez dit que ça serait peut-être différent des GAFA, les fameux services d'intermédiation ou d'intermédiaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, pareil, typiquement qui ce serait. Moi, je me pose la question de bien comprendre comment il sera possible de vérifier que les mécanismes de garantie qui sont expliqués, qui seront effectivement mis en place, et comment, en tant qu'individu, on pourra s'assurer qu'ils soient respectés. Et par ailleurs, sur la question du consentement, comme on a pu le voir, notamment au travers de la crise Covid, dans quelle mesure est-ce que réellement il sera possible de donner son consentement, parce que ça peut être assez facile de dire oui, si vous ne consentez pas, de toute façon, il n'y aura pas le service. Et donc, finalement, dans quelle mesure est-ce que ça sera réellement un consentement? Belle question. On est parti pour une journée de conférence, à mon avis. Peut-être commencer... Oh, oui, on prend une deuxième question tout de suite. Oui, en fait, je voudrais juste... je vous en prie. Diawara Abidine, je viens du Mali. Donc, je voudrais juste un peu appuyer en fait sur la question, la dernière partie de sa question sur le consentement. C'était une partie qui me un peu taraudait, qui taraudait un peu
dans mon esprit, parce qu'elle elle a parlé d'avoir en fait le consentement pour les, disons, pour les utilisateurs. Avant que l'organisme altruiste n'utilise les données, il faut au préalable avoir l'autorisation, n'est-ce pas? Parce que là, je me demande en fait en pratique comment ça se passe avec des milliers de personnes, comment est-ce qu'en fait arriver à obtenir en fait leur consentement à eux. C'est un peu ça. Merci. Alors peut-être repartir, je vais peut-être commencer peut-être par Jessica sur les organismes d'intermédiation. Bien sûr. Oui, je peux répondre pour les deux, pour l'altruiste et ceux d'intermédiation. Alors les organismes altruistes, ce sera, je sors un peu de mon chapeau ici un exemple, mais ce serait par exemple tous les organismes de défense de droits qui pourraient partager des données, que ce soit des droits de personnes ou par exemple la défense, ou même simplement la défense de l'environnement qui toucherait à des droits humains mais de manière plus indirecte. Ça c'est un peu l'exemple typique qui me viendra en tête. Après évidemment, comme c'est un nouveau texte, on va encore voir la façon dont les individus vont se l'approprier et font parfois preuve de beaucoup de créativité, comme c'est souvent le cas. Par contre, pour les intermédiaires de services, typiquement, c'était bien votre question? Oui. C'était, on peut voir les places de marché ou d'espaces d'échange qui pourront jouer ce rôle en donc, créant une catégorisation des services qu'eux proposent et du partage de données. Il faudra avoir une séparation stricte, mais on pourrait aussi avoir justement toutes les plateformes qui sont responsables de gestion de consentement qui interviendraient, et ça rejoint votre question à vous, monsieur, pour obtenir le consentement, on passerait par ces plateformes, et du coup, elles auraient déjà un certain levier d'action assez important pour réunir le consentement. Justement, par rapport au consentement... je vais peut-être rebondir un peu sur la question du consentement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes qui, effectivement, sont en charge du partage des données ont l'obligation de s'assurer que les données qu'ils partagent et qui sont pour partie de données personnelles respectent les conditions du RGPD, donc la question du consentement. Donc il est du devoir de ces organismes-là de mettre en place des mécanismes qui permettent de répondre, de pouvoir recueillir ces consentements-là. Et ça pourrait se faire de plusieurs manières. Je ne sais pas préciser dans le test, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec le RGPD, et notamment avec les entreprises, c'est que aujourd'hui, quand on va sur les sites internet des entreprises, il y a des mentions qui, effectivement, informent d'abord les utilisateurs et ensuite demandent le consentement à travers des mentions des mentions qui sont implémentées ou intégrées directement au site internet. Mais comme elle en a parlé, dans le cas du DGA, fondamentalement, il y a des gestionnaires, on va dire, de consentement, des plateformes de gestion de consentement qui vont être mises en place et qui vont effectivement être gérées par les organismes qui sont en charge du partage des données vers les autres organismes. Et aussi, les organismes qui réutilisent ces données-là ne sont pas finalement exemptés de l'obligation de recueillir le consentement, c'est-à-dire que si l'organisme qui partage les données n'est pas en mesure effectivement d'assurer le respect de ce consentement-là, il revient finalement à l'utilisateur, avec l'assistance effectivement de l'organisme qui partage, d'assurer ou de tout mettre en place pour pouvoir recueillir le consentement par les moyens que ces organismes-là définiront conjointement ou unilatéralement. Donc, oui. Parce qu'il existe différentes interprétations sur le consentement, voire la PSD2 définit le consentement d'une certaine façon. Les données sensibles aussi. Pour le DGA, pour le DMA, parce que c'est le marketing aussi, et le Digital Act, et tous les autres les pièces de législation qui viennent de sortir, le consentement, ce n'est pas vraiment clairement défini. Il y a une discrépance entre le consentement RGPD, le consentement concernant les cookies, et le consentement de ces actes qui viennent de sortir maintenant. Donc, y a-t-il une approche légale qui justifie d'une façon ou d'une autre qu'est-ce que ça veut dire un consentement sous la DGA?
Bah, effectivement, c'est là qu'on revoit l'interaction avec le RGPD dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que le consentement, il est défini par le RGPD. Je ne sais plus si c'est l'article 6, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, ou 4, pardon. Mais en tout cas, on parle de consentement de personnes physiques, donc sur leurs données à caractère personnel. Le DGA ne le définit pas, le consentement tel qu'on doit l'entendre. Mais puisqu'il s'agit de données à caractère personnel, effectivement, on suppose que c'est le consentement avec les critères qui sont les 4 critères qu'on connaît du consentement finalement. Comme juriste, je ne peux pas accepter votre explication parce qu'on ne peut pas supposer les choses. Bah, et finalement, donc. On a défini les éléments qui sont caractéristiques pour un consentement valable, soit licite, soit. Vous parlez de consentement, en fait, je pense que vous parlez de consentement, il faut le définir effectivement, mais il faut aussi garder en tête les conditions ou les critères qui permettent d'avoir un consentement valide et valable. Donc, c'est 2 choses différentes à mon sens. Une question est de, effectivement, définir le consentement, mais une autre question est de pouvoir définir les critères. Je pense que sur les critères, rien ne change. Le consentement, il peut changer peut-être, parce que le test ne le dit pas, et finalement, il y a une sorte de zone grise qui est installée, mais effectivement, les critères ne vont pas changer pour autant. Le problème, c'est comment vous définissez ou comment vous interprétez l'interplay de DGA avec la RGPD, avec tous les autres actes normatifs qui viennent de sortir, voire par exemple la NIS 2, qui aussi impose certaines choses pour les opérateurs de services essentiels. Mais donc, le point que je veux passer, c'est qu'il y a un point assez gris, pour ne pas dire noir, du point de vue définition et clarification juridique de qu'est-ce que ça veut dire un consentement valable. La RGPD le fait, les recommandations de la EDPB le font, mais dans la nouvelle pièce législative, on fait référence au RGPD sans définir clairement de quoi on parle. Donc, ça peut être un consentement. Si on ressort au consentement de RGPD, ça veut dire qu'un consentement valable pourra être accordé par un enfant de 13 ans. Parce que la RGPD définit une limite de 13 à 16, minimum nécessaire pour avoir un consentement légalement valable en ligne. Alors, sur quelle base on peut définir le consentement si même un enfant de 13 ans peut donner son consentement pour partage de ses données ou de ses parents? Alors, ce qui est bien dans ta question, c'est qu'aujourd'hui, personne ne connaît la réponse. Mais c'est bien essayé. En fait, on aimerait bien. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un certain nombre d'éléments de base. Bon, on a le RGPD, où là, on a effectivement une règle claire sur le consentement. On a des guidelines de l'European Data Protection Board sur le consentement qui sont assez clairs. On a déjà toute une série de décisions qui ont été prises par les autorités de protection des données. Et si vous voulez avoir la liste de toutes les décisions prises, je vous recommande le GDPR Hub de Not of Your Business, dans lequel vous avez classé article par article l'ensemble des décisions, ce qui est une source tout à fait intéressante. Et donc, clairement, aujourd'hui, ma position serait de dire, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est la notion de consentement par rapport au RGPD. Quand on est dans les données personnelles, c'est assez clair. Alors, la question du consentement par rapport à l'âge, quand on est dans les services de la société de l'information, donc on a effectivement cet élément-là. Ce qui est intéressant, c'est quand on est en dehors des services de la société de l'information, là, c'est déjà un peu moins clair. Et quand je suis en train de travailler notamment sur des questions à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement secondaire, l'enseignement, ce n'est pas un service de la société de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les consentements des enfants? Enfin, bon. Donc, on a effectivement, et ça, c'est malheureusement une des caractéristiques du RGPD, et c'est ce qui fait aussi que de l'intérêt des professionnels du secteur, c'est d'essayer de trouver des solutions raisonnables dans toutes ces zones grises, noires, dans lesquelles il n'y a pas effectivement de solution. Comme un code éthique de conduite, par exemple? Alors, les codes de conduite, c'est une piste qui est intéressante. Et comme vous savez, il n'y en a pas encore beaucoup pour le moment. Ça permettrait effectivement, il y a notamment, on est en train de travailler au niveau belge avec la Belgian Association of Marketing pour essayer de trouver une limite entre les deux, et via le côté international avec la FEDMA, qui est la Fédération Européenne du Marketing Direct, et puis la Chambre de Commerce Internationale, pour essayer de créer justement un code de conduite lié
le côté, je dirais, éthique et juridique. Parce qu'en fait, on a effectivement des règles en matière de consentement, mais dont on se rend compte parfois dans la pratique qu'elles sont relativement floues. Je prends l'exemple, on parlait des GAFA, ce qu'on a d'ailleurs rebaptisé récemment Taxamamba. Quand on reprend les nouveaux acronymes, puisqu'en fait ils ont tous changé de nom, hein. Donc en fait c'est plus les GAFA, ça a été les Mamba, etc. Puis quand on mixe tous les deux, bah, ça devient ce qu'on appelait les Taxamamba. Pourquoi taxe? Parce qu'ils ne payent pas d'impôts, et Mamba parce que c'est le serpent le plus dangereux du monde. Comme ça mixe un peu, comme ça on voit de quoi on parle. Mais l'ensemble de ces sociétés-là, quand vous regardez leurs conditions et leur privacy policy, est-ce qu'on est encore déjà, pour prendre un exemple, dans un consentement éclairé? Quand on doit prendre 45 minutes pour lire les conditions de privacy de Facebook, est-ce que c'est un consentement éclairé? Donc, on a déjà, avant même de rentrer dans le DGA, et tu as raison, c'est déjà flou. Alors, effectivement, on va rajouter le DGA, le DMA, etc. Voilà, et on aura des décisions, parce qu'en plus, comme Junio le disait aussi, il y a un autre organe qui va être chargé de gérer la suite du DGA. Donc, on a l'European Data Board, on a les cours des tribunaux, on a les conseils d'État. On a eu des décisions en France récentes où le Conseil d'État a cassé des décisions de la CNIL en disant oui, vous êtes gentil, mais vous, c'est de la soft law, hein, donc vous n'avez pas le droit de définir quelle est la loi. On est pour un certain nombre d'éléments, dans des incertitudes juridiques assez claires. Donc, il faut, en tout cas, être capable de justifier. Il y a l'accountability qui, pour moi, est toujours une bonne référence, la responsabilisation du responsable de traitement, qui permet de dire, OK, nous, on a pris un avis, on a un expert qui nous a dit que... et donc, on a décidé raisonnablement de prendre cette décision. L'aspect qui m'intéresse de votre réponse, c'est qu'on définit le consentement généralement valable et informé, éclairé, mais on ne définit pas quelles sont les limites et qui doit les gérer. Par contre, sur l'aspect des autorités qui prennent en charge le DGA ou le DMA, on parle toujours que les autorités nationales de protection des données s'érigent comme déjà leaders sur le marché sur cet aspect, de prendre en charge, comme ils font déjà avec l'implémentation du AI dans le métier en général et dans l'industrie en particulier. Oui, tout à fait. Peut-être, est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, non? Un dernier avis, commentaire de mes deux... J'avais voulu aborder le DMA. Il reste 2 minutes. Hein. Je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder en profondeur, mais en tout cas, le DMA qui finalement, je pense, entre en application en mai 2023, est aussi pour l'Union européenne une façon de réguler le marché intérieur et de pouvoir l'assainir avec les exigences de concurrence. Et donc là encore, on a des organismes, enfin des services d'intermédiation qui sont en fait les réseaux sociaux, les marketplaces, les moteurs de recherche aussi effectivement, qui vont être contraints de respecter un certain nombre d'obligations pour pouvoir exercer sur le marché de l'Union européenne, le marché intérieur. Pardon. Et donc, il y a la notion de gatekeepers ou de contrôleurs d'accès qui sous-tend en fait tout l'écosystème du DMA. Et donc, les obligations tournent autour effectivement des activités de ces acteurs-là qu'on peut déterminer de 3 manières. Donc, il y a 3 conditions pour les déterminer. Une minute. Donc, il y a la condition économique qui est en fait la position économique forte de ces plateformes-là qui aujourd'hui concentrent le marché intérieur, qui concentre la plupart des activités concernant les services qui sont fournis. Donc on parle en général des GAFA bien évidemment, mais aussi il y a l'aspect qui est géographique et temporel. L'aspect géographique par exemple, c'est que ces services-là soient effectivement des plateformes qui fournissent des activités au sein de l'Union européenne et que finalement ces activités soient prises en compte pendant l'exercice de 2 années d'activité. Et donc, je ne pourrais pas bondir sur les obligations, mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le DMA va venir effectivement changer le paradigme en termes de qui contrôle
le marché qui fournit les services essentiels au sein du marché intérieur. Merci. Un dernier commentaire, Jessica? Et je pense qu'on va conclure. Mais je dirais simplement que le DGA peut paraître peut-être moins impressionnant de prime abord que, par exemple, le fameux RGPD. Il peut paraître être plus une législation de côté, parce qu'elle ne donne pas cette grande vague de changements auprès des entreprises, par exemple. Elles ne vont pas toutes devoir se mettre en conformité. Mais on peut voir qu'il est vraiment un pas significatif au final vers ce fameux marché unique des données qu'on recherche tous. Donc, il va nous réserver encore quelques surprises. Ça, c'est clair. Allez, une toute dernière pour la route. Quel organisme et quels seront les moyens de contrôle? Bonne question. Mais de toute façon, enfin, en tant qu'individu, si on se rend compte, in fine, qu'on est un peu bloqué dans tout ce système, on a, je dirais que le recours initial, c'est toujours l'autorité de protection des données nationale qui peut toujours, avec le problème qu'il y a juste, c'est que l'insuffisance de moyens qui sont donnés à ces autorités. Il y a eu un sondage qui a été fait par l'European Data Protection Board il y a quelques mois. 80% des autorités considéraient qu'elles étaient sous-staffées et qu'elles n'avaient pas les moyens. Je crois qu'il y a juste les Hollandais et les Luxembourgeois qui sont contents. Je ne parle pas de l'APD belge qui est en mort clinique ou à peu près. Vous avez vu dans leur rapport qui a été publié il y a quelques jours le nombre de plaintes qu'ils ont eues. Il y a 3 personnes et demie pour les gérer, donc c'est juste. Enfin, c'est pas un reproche. Le reproche pour moi, il est au niveau du Parlement qui ne donne pas les moyens à l'APD de le faire. Donc quelque part, il y a ça. Il y a toujours les cours et tribunaux. Et pour le moment, moi, je recommande plutôt à nos clients d'aller directement devant les cours et tribunaux et plus devant l'autorité de contrôle. Et surtout de ne pas dire qu'on a porté plainte, parce que sinon, le tribunal va dire on va d'abord attendre la décision qu'on n'aura jamais d'ailleurs. Donc on a quand même quelques autorités. Alors il y a d'autres autorités qui vont être mises en place dans le cadre de cette nouvelle réglementation, mais on verra aussi. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on crée des autorités complémentaires. On devra voir comment ces autorités vont s'articuler entre elles. Et donc on reste quand même dans une relative incertitude par rapport à un certain nombre de choses. Mais pour répondre précisément à votre question, je crois que là, du côté du citoyen ou de la personne concernée, les premières... je dirais sa première arme qui commence à fonctionner un peu, c'est le RGPD, qui quand même garantit quelque part ses droits. Et sur ce, je crois qu'on va devoir arrêter. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Je remercie Junior et Jessica pour leurs interventions et bonne continuation durant les autres panels. Merci. Merci.